Mes chers collègues, bonjour à vous. Nos excuses pour le retard qui a débuté dès la première audition puisqu'il y avait un problème sur le RER. Donc merci à vous de votre patience. Donc chers collègues, ils vont arriver tout de suite. Nous poursuivons nos auditions du jour en recevant des femmes extrêmement courageuses qui souhaitent témoigner des violences qu'elles ont eu à subir en évoluant dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel et de la musique notamment. Je remercie donc très chaleureusement de leur participation Madame Flore Benguigui, compositrice et interprète. Bonjour Madame. Madame Florence Porcel, autrice, actrice et chroniqueuse. Bonjour Madame. Madame Aurélie Leroc, actrice et scénariste. Bonjour Madame. Madame Noémie Luciani, critique de cinéma pour Le Monde. Bonjour Madame. Madame Amandine Lac, journaliste cinéma. Bonjour Madame. Et Madame Sophie Tissier. Bonjour Madame, vous avez été notamment chargée de la production pour des magazines audiovisuels. Mesdames, si nous ne pouvons pas nous substituer à la justice, sachez que vos témoignages comptent et qu'ils contribueront, j'en suis sûre, à faire avancer les travaux de cette commission d'enquête en permettant à son rapporteur, Erwan Balanan, ici présent, et à ses membres de mieux comprendre comment de telles violences peuvent se produire et surtout comment elles peuvent se répéter sans que leurs auteurs ne soient jamais inquiétés. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 2 heures, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main, lever la main droite, à dire « je le jure », micro ouvert, et juste après, parce que nos micros sont particuliers, à les éteindre pour que la personne à côté puisse le faire. Madame Benguigui. Je le jure. 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 Je vous remercie. Vous pouvez éteindre votre micro, Madame Tissier, s'il vous plaît. Merci. Je vous propose de prendre la parole pour un propos liminaire. Madame Benguigui, je vous laisse commencer. Allez-y. Alors, avant de commencer, je vous remercie pour cette commission historique et de m'avoir invité à offrir mon témoignage. Alors, dans mon cas, j'ai témoigné dans Mediapart il y a quelques semaines des violences psychologiques que j'ai vécues en tant que chanteuse dans un groupe avec un certain succès. Si j'ai choisi de parler de mon histoire, même si ça m'a exposée à beaucoup de violences, c'est parce que les violences psychologiques restent très peu visibles et donc peu identifiées et identifiables et continuent de gangréner le milieu de la musique. Or, dans mon cas, ces violences psychologiques qui sont en l'occurrence une situation d'emprise avec des humiliations verbales, une alternance entre dénigrement et valorisation, un épuisement physique et mental et une absence totale d'écoute. Ces violences ont eu un impact très visible et révélateur parce que j'ai perdu l'usage de ma voix à chanter pendant un an et demi. Pas une extinction de voix, non, ce serait plutôt une extinction de chant, même s'il n'y a pas vraiment de terme pour qualifier ça. Je pouvais parler, mes cordes vocales avaient été inspectées à tous les niveaux et ne présentaient aucune anomalie. Je pouvais même faire des exercices de chant sans problème, mais impossible de chanter une chanson. Même la moindre note, mon souffle se coupait presque instantanément. Tout ça s'est produit en pleine tournée mondiale du 2e album de mon ancien groupe, L'Impératrice. Après cette année à entendre de la part de 2 des membres du groupe que j'étais une mauvaise chanteuse, sans technique, que je travaillais mal ou trop peu, que j'étais trop sensible, mais aussi que j'avais aucune émotion dans la voix, ce qui est un petit peu paradoxal, j'en conviens. J'ai donc tourné pendant 1 an et demi en quasi-playback, ce qui a décuplé mon syndrome de l'imposteur, très présent dans l'industrie, dans toutes les industries, je crois, chez les femmes, jusqu'à provoquer une dépression. Tout le monde m'a vu sombrer, pleurer constamment, alors qu'au même moment, j'étais sur scène tous les soirs pour faire un spectacle. Je m'adressais au public, je dansais, j'essayais de chanter, je faisais les interviews, je gérais les réseaux sociaux, le merchandising, l'image. Je faisais tout pour ne rien laisser transparaître en fait à l'extérieur des équipes, même si toute l'équipe était au courant. Et à ce moment-là, jamais personne, et moi compris, n'a pensé à arrêter. Si bien qu'à la fin de cette longue tournée, on m'a dit que la suivante était déjà bookée pour 7 mois plus tard, et on m'a donc demandé d'écrire
de composer les lignes vocales et d'enregistrer un album en 3 mois, malgré mes appels à l'aide et mon état fébrile. Chose que j'ai fini par faire, pensant ne pas avoir le choix, dans la douleur et dans des conditions très difficiles pour moi, car j'étais sous pression, j'avais pas vraiment retrouvé l'usage de ma voix, et j'étais chaque jour confrontée aux personnes qui avaient causé ce mal-être, à savoir 2 des membres du groupe, et personne pour me défendre. Car toute seule au milieu du boys club, on pense jamais avoir le choix. La surreprésentation masculine dans le milieu de la musique fait que les femmes sont en effet toujours minoritaires et donc mises en concurrence entre elles, insécurisées, et pensent tout simplement qu'elles ne méritent pas d'être là ou de faire des choix pour elles-mêmes. Donc ça veut dire qu'on accepte de faire plusieurs métiers en même temps pour se donner de la valeur. Dans mon cas, par exemple, c'était les réseaux sociaux, le stylisme, tout ça, du groupe, en plus d'être chanteuse, autrice, compositrice. Et qu'on accepte de ne pas faire ses propres choix de carrière, qu'on accepte des conditions de travail dégradées parce qu'on ne pense pas mériter de faire des tournées. On accepte de tourner à l'international en dormant 3 heures par nuit ou en jouant après 10 heures de vanne dans la même journée pour un cachet de 120 € net sous anxiolytique parce qu'on vit un rêve et parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. On a aussi trop peur de se plaindre parce que toutes les femmes de cette industrie sont considérées remplaçables et interchangeables, qu'il n'y a qu'à voir la façon dont j'ai été remplacée en quelques semaines pour chanter les chansons que j'ai écrites et les mélodies que j'ai écrites. C'est assez révélateur de la vision de l'artiste féminine qu'a l'industrie de la musique. Donc pourquoi changer quand on peut tout simplement pousser les gens à bout et les remplacer en 2 secondes, une fois qu'on en a tiré tout ce qu'on voulait. Le Boys Club, c'est aussi des hommes aux manettes et donc potentiellement une concentration des pouvoirs par certains d'entre eux, ce qui provoque des conflits d'intérêts. Dans le cas de l'Impératrice, c'est la même personne qui est label, co-éditeur et manager du groupe. Et donc la protection de la santé des artistes passe bien après son intérêt de label et donc sa nécessité de faire de l'argent. En fait, j'ai fini par comprendre après 9 ans dans cette industrie qu'il y a globalement que les femmes qui parlent de santé mentale et on ne les écoute pas, on les traite de divas, de drama queen ou d'hystériques. Quasi toutes les manageuses que je connais, par exemple, sont des femmes qui protègent vraiment la santé mentale de leurs artistes, en dépit des petits arrangements entre amis des puissants. Et dans l'industrie, ces femmes-là, précisément, sont blacklistées, sont considérées comme des dragons insupportables, alors qu'elles font juste leur métier. Mais ce milieu n'aime pas les femmes qui font des vagues, ni les femmes politisées, et on leur fait croire que le public n'aime pas ça non plus. C'est aussi pour ça que je me suis tue si longtemps. Le Boys Club, c'est aussi pour les femmes de l'industrie devoir gérer leur sexualisation par leurs collègues de travail, à laquelle s'ajoutent les limites très floues entre vie privée et vie professionnelle, l'absence d'intimité en tournée. J'avais très rarement une loge pour moi, par exemple, et je dormais avec tout le monde. La consommation d'alcool et autres substances, et donc les frustrations romantiques et sexuelles des hommes avec lesquels on travaille. Le leader de l'Impératrice m'avait par exemple dit qu'il y avait selon lui toujours besoin d'une tension sexuelle entre les chanteuses et leurs producteurs musiciens. En tout cas, c'était comme ça que lui fonctionnait. Le leader d'un ancien groupe dans lequel j'avais chanté m'avait aussi viré en me disant « Je m'en fiche de comment tu chantes, tout ce qui m'intéresse c'est que tout le monde ait envie de te baiser. » Pardon pour le vocabulaire. Plusieurs membres de l'Impératrice m'ont aussi expliqué qu'un des membres était méchant avec moi, jusqu'à me menacer physiquement en 2019, parce qu'il était amoureux de moi et visiblement frustré, car je n'avais jamais été dans la séduction avec cette personne. Je sais que ça vaut dès qu'on est une femme dans un milieu masculin, quel qu'il soit, mais c'est une vraie charge mentale de gérer les frustrations de ces hommes, même si on reste professionnel sur toute la ligne, car ces frustrations peuvent entraîner des violences et de la peur. Pendant une tournée aux États-Unis et en France, plusieurs des membres du groupe avaient par exemple laissé un ami à eux venir frapper à la porte de ma chambre d'hôtel en pleine nuit et se montrer insistant à 2 reprises, ce qui m'avait fait peur. Et eux continuaient et continuent encore à l'inviter backstage sur nos tournées parce que c'est pas de sa faute s'il est amoureux. Donc sous-entendu, c'est de la mienne. Ce Boys Club crée aussi une vision du métier de chanteuse comme un faux métier, quelque chose de naturel chez les femmes, qui fait des chanteuses des non-musiciennes sans technique. Toute ma carrière de chanteuse, des gens qui ne sont pas chanteurs m'ont donné des leçons sur comment utiliser et travailler ma voix, sans y connaître grand-chose, et toujours avec beaucoup de condescendance. Ce sexisme additionné à l'obsession pour la perfection de notre époque, liée à l'utilisation très répandue des ordinateurs sur scène, de l'autotune, fait qu'on ne laisse rien passer chez les chanteuses qui se prennent des vagues de haine sur les réseaux sociaux et dans les médias à la moindre fausse note. Or le chant, c'est des accidents, c'est de la vie,
Et c'est ça qui fait cet instrument, ce qui rend cet instrument si beau et si singulier. Et c'est vraiment lié au sexisme, car un chanteur qui va chanter un petit peu faux, on va dire qu'il a du caractère, qu'il a du chien. Une chanteuse qui chante faux, c'est juste une mauvaise chanteuse qui a été embauchée sûrement pour des mauvaises raisons et qui mérite donc pas d'être là. De la même manière qu'un chanteur ou un musicien qui a un problème d'alcool, chose très fréquente dans la musique, ne sera jamais jugé ou stoppé pour sa consommation. Une femme, si. Combien de chanteurs montent sur scène avec un verre de vin à la main parce que c'est cool? Combien de chanteuses n'y songeraient même pas? Ce qui me permet de souligner que l'alcool est un vrai problème dans ce milieu, car consommé systématiquement par les musiciens, quelle que soit l'heure du concert. Mes anciens collègues demandaient par exemple, avec forte insistance, que leur bouteille d'alcool fort soit présente dans les loges avant le concert, et ce, même si on jouait à 14h30. Un environnement alcoolisé, masculin, avec des horaires de nuit et des gens qui se croient tout permis et qui n'ont pas l'habitude qu'on leur pose des limites parce que ce sont des artistes, tout ça crée un terrain favorable aux agressions. Donc quand on regarde bien, toutes les violences viennent du même endroit, le Boys Club. J'ai reçu, suite à mon témoignage dans Mediapart, beaucoup de messages de femmes qui avaient vécu la même situation avec leurs collègues masculins, qui n'avaient jamais osé en parler, ou qui réalisaient, en entendant mon témoignage, qu'elles vivaient la même chose. J'ai rencontré des femmes qui avaient eu le même blocage vocal que moi, à qui la violence avait coupé le souffle. J'ai rencontré récemment une chanteuse qui, suite à des violences psychologiques de la part d'un producteur, a développé des tics physiques et un syndrome de la Tourette qui rendent sa vie professionnelle et privée extrêmement difficile. Ces violences psychologiques ont des impacts physiques et mentaux énormes sur les femmes de l'industrie, mais qui pour les prendre en charge et les écouter? La justice? Il y a quelques mois, une chanteuse musicienne m'a raconté le parcours de sa plainte pour agression sexuelle qu'elle avait déposée contre un artiste français avec qui elle avait tourné. Elle a averti les équipes, elle a quitté la tournée. L'homme a continué à tourner normalement, sans problème. Mais cette femme est brisée. Et quelques mois plus tard, elle a appelé le commissariat pour savoir où en était sa plainte, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on lui a dit qu'ils avaient perdu sa plainte. Et je sais pourquoi elle n'ira pas la redéposer. Si la justice n'écoute pas, qui pourrait écouter les femmes? L'industrie. Alors comment se fait-il que j'ai été la seule personne de mon ancienne équipe masculine à questionner le tourneur du groupe face aux accusations de viol du rappeur L'Homme Pâle, qui était aussi signé chez lui et qui lui rapportait donc beaucoup d'argent? Comment expliquer que ce tourneur ait laissé des femmes partir en tournée avec un artiste pourtant visé par des plaintes pour viol? Et, comme de par hasard, les équipes d'hommes s'en foutent. Si ni la justice, ni l'industrie ne veulent écouter et croire les femmes, il reste encore la presse, et je tiens à rendre hommage ici au travail très courageux et si important que fait Mediapart sur ces questions, et les femmes. Alors on se passe le mot entre les femmes du milieu pour éviter tous ceux que tout le monde sait dangereux, mais aussi indéboulonnables. Le résultat aujourd'hui, comme l'ont évoqué ici les journalistes de Mediapart, c'est que les femmes sont très nombreuses à quitter cette industrie, j'en connais beaucoup, qui les broient et surtout qui ne les écoutent pas. Plutôt que de parler et de s'exposer à toujours plus de violence, au boycott, à l'isolement, de la part d'une industrie masculine plus soudée que jamais, les femmes préfèrent se taire et sauver leur peau. Et je les comprends. Sandrine Rousseau, vous aviez parlé dans une interview de cette nécessité de fissurer le bloc des hommes. Je suis moi aussi persuadée qu'une fissure suffisamment large, une seule, suffirait à changer la donne et à faire entrer la lumière un peu partout. Malheureusement, je peux compter sur les doigts d'une seule main, et ils se reconnaîtront, les hommes de ce milieu qui sont venus me dire « Je ne veux plus faire partie de ce système » et qui ont pris le risque d'agir vraiment. Merci. Merci beaucoup, Madame Benguigui. Madame Porcel? Non, c'est Madame Porcel. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer dans le cadre de cette commission d'enquête. Il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, je décidais de porter plainte pour viol aggravé contre Patrick Poivre d'Arvor, en dépit de l'épreuve que représente une procédure judiciaire, en dépit également de la faiblesse statistique d'une issue favorable, et en dépit des risques pour ma vie professionnelle. Je peux affirmer aujourd'hui, avec 4 années de recul, que ce combat pour obtenir justice, car c'est de cela dont il s'agit, d'un besoin absolu de justice, ce combat pour obtenir justice, donc, m'est aussi vital qu'il est dévastateur. Porter plainte contre une personnalité aussi influente dans les milieux des médias et de la culture, c'est se heurter à de puissantes résistances et à une omerta qui dure toujours.
Je suis autrice depuis une dizaine d'années. À la sortie de mon dernier livre, il y a 2 ans, mon éditeur a eu des échanges musclés avec plusieurs libraires et responsables de festivals ou de salons littéraires partout en France, qui refusaient de m'inviter. Nous étions pourtant déjà plusieurs dizaines de femmes à nous être adressées à la justice. Ma plainte était donc loin d'être la seule, mais j'étais la première et leur loyauté revendiquée envers Patrick Poivre d'Arvor, qui a régné sur le milieu littéraire pendant des décennies, a été la plus forte. Alors moi qui remplissais les salles et les librairies avant mon dépôt de plainte, moi qui avais la chance de faire de longues et passionnantes promotions avant que cette affaire n'éclate, les invitations que j'ai reçues pour défendre mon dernier livre se comptent, à ce jour, sur les doigts d'une seule main. La promotion de ce dernier livre n'a pas été beaucoup plus facile dans les médias. Une émission littéraire réputée n'a pas voulu me recevoir parce que ça aurait été, je cite, « vécu comme un affront personnel pour Patrick Poivre d'Arvor ». Fin de citation. Puis une célèbre antenne m'a fait comprendre que j'y étais persona non grata, alors que j'ai été l'une de ses voix. Je n'ai reçu aucune invitation des autres radios généralistes, à l'exception d'une émission présentée par une autre victime de Patrick Poivre d'Arvor, alors que j'y étais régulièrement conviée à l'occasion de différentes actualités de ma vie d'avant. Oui, parce que c'est comme ça que je nomme la période qui a précédé mon dépôt de plainte, ma vie d'avant. En parallèle à mon activité d'autrice, qui à elle seule ne m'a jamais permis de vivre, je faisais de la vulgarisation scientifique, spécialisée dans le spatial et les sciences de l'univers, et la majorité de mes revenus provenaient des médias, de la publicité et de l'événementiel sur ces thématiques. J'ai maintenant plusieurs années de recul et plusieurs revenus fiscaux de référence à comparer. À l'exception de l'année 2023 où j'ai pu un peu souffler, j'ai perdu un quart de mes revenus entre ma vie d'avant et ma vie d'après mon dépôt de plainte. Pour tout vous dire, c'est une perte plus importante que l'année Covid, et je vous rappelle que la majorité de mes revenus provenaient de l'événementiel. Ma carrière dans la vulgarisation scientifique tenait sur 3 piliers. Mon image, mon irréputation et ma rigueur concernant les faits. Lorsqu'on est traité de menteuse, dans les émissions les plus vues ou les plus écoutées, l'impact sur la rigueur concernant les faits est catastrophique, quand bien même je n'ai jamais été mise en défaut sur ce point en 10 ans de carrière. Lorsqu'on tape désormais mon nom dans un moteur de recherche, mon irréputation n'est plus du tout celle qui peut être recherchée par des employeurs ou des clients. Quant à mon image, rares sont les personnes, les sociétés, les institutions, les agences ou les organismes qui acceptent d'associer ma nouvelle image à la leur. Que celles et ceux qui m'ont quand même renouvelé leur confiance après mon dépôt de plainte soient ici chaleureusement remerciés, même si malheureusement ça n'est pas suffisant pour vivre. Ma vie d'après, c'est donc l'accumulation d'un écho moribond de ma vie d'avant, de contrats alimentaires où j'exerce des métiers qui ne sont pas les miens, et d'un chômage largement insuffisant, les mois où je n'ai malheureusement rien trouvé d'autre. Ce sont 4 longues années de traversée du désert, mais ça ne peut plus durer, je vais donc devoir entamer une reconversion. Cependant, il me reste l'écriture, qui ne me permet toujours pas de vivre, mais sans laquelle je ne tiendrai pas debout. Ma maison d'édition, JC Lattès, et plus particulièrement Véronique Cardy et Mayer Guven, m'ont soutenu dès le premier jour, qu'ils en soient aussi chaleureusement remerciés. Ils m'ont soutenu et continuent de me soutenir, ce qui me touche évidemment au-delà des mots, mais qui donne aussi de l'espoir, puisqu'il est possible, la preuve, de faire le choix de briser l'omerta et d'affronter une personnalité incontournable de son milieu. Ils m'ont soutenu et continuent de me soutenir malgré le sacrifice de mon premier roman à l'autel de ma plainte, malgré les difficultés rencontrées lors de la sortie de mon dernier livre et malgré les menaces de mort reçues. Parce que c'est aussi ça, porter plainte contre une personnalité publique, c'est voir rejaillir la violence sur les personnes qui soutiennent et qui ont d'autant plus de mérite à continuer à le faire. Il me reste donc l'écriture et je travaille actuellement sur le sujet du coup de la parole contre une personnalité publique dans les affaires de violences sexistes ou sexuelles, que cette parole soit médiatique, judiciaire ou les deux. J'ai déjà mené de nombreux entretiens et ce qui se dégage de l'écrasante majorité des témoignages, c'est la déflagration subie par le traitement médiatique des affaires, qui est ressentie comme une violence par les victimes. Peut-être est-ce la raison de votre émotion, Madame la Présidente, lorsque vous avez témoigné à propos de la responsabilité des médias à ce micro le mois dernier. En tout cas, en ce qui me concerne, et même si j'ai bien conscience que dans mon affaire, les médias ont permis à d'autres femmes de trouver le courage de s'adresser à la justice, le traitement médiatique a le plus souvent un impact non négligeable sur ma santé mentale.
Je prends un exemple très récent. Fin 2024, en l'espace de quelques semaines, le secret de l'instruction en cours a été brisé par la presse à 2 reprises. Comme il s'agit d'éléments accablants pour Patrick Poivre d'Arvor, on pourrait penser que ce genre de publication est un soutien, mais c'est faux, et ce pour plusieurs raisons. Il faut savoir que de mon côté, je respecte scrupuleusement le secret de l'instruction. C'est psychologiquement très difficile à gérer parce que je reste donc seule, avec mes avocats bien sûr, détentrice de secrets qui sont très lourds à porter. Ou bien je reste seule avec la date d'une convocation pour un acte d'enquête que je devine terriblement éprouvant, mais pour lequel je ne reçois aucun soutien d'aucune sorte, puisque je ne dis à personne qu'il va advenir. Et lorsque c'est passé, je continue à me taire et j'en gère seule les conséquences. Alors quand la presse dévoile ce genre de secret, une partie de mon entourage m'en veut de m'être tue et me le fait comprendre. Donc non seulement je ne reçois ni l'écoute, ni le soutien dont j'aurais besoin après des convocations très éprouvantes, mais en plus, je dois gérer leur colère, leurs reproches, leurs frustrations et leurs déceptions. C'est la double peine. Une autre raison pour laquelle ça ne me soutient pas, bien au contraire, c'est parce qu'à chaque fois que le secret de l'instruction est brisé par la presse, c'est sur moi que les soupçons se portent, et c'est un risque non négligeable pour mon dossier. Or, moi, tout ce que je souhaite, c'est un procès. J'y ai déjà sacrifié 4 années de ma vie. Et si 2 journaux différents dévoilent des secrets de l'instruction en quelques semaines, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Et je dois désormais vivre avec la peur qu'une nouvelle publication tombe sans crier gare et me mette à nouveau en danger. Les épées de Damoclès rendent encore plus anxieuse, provoquent encore plus d'insomnie, elles sont suffocantes. Et si je me suis permis de développer ce point aujourd'hui, c'est pour ouvrir une discussion autour de la médiatisation de ces affaires. Alors évidemment, je ne reprocherai jamais aux journalistes de faire leur travail. Jamais. Je ne reprocherai jamais non plus aux journalistes de protéger leurs sources. Ce sont les bases d'une démocratie saine. Mais il faut que les journalistes et leurs sources prennent conscience des impacts sur les parties prenantes des affaires en cours pour réfléchir à leurs responsabilités. Les dossiers de violences sexuelles ne sont pas tout à fait des dossiers comme les autres, puisque ce sont des dossiers où les victimes perdent déjà tout, dès lors que l'affaire éclate, à cause de la culture du viol. Ce serait bien qu'elles ne soient pas entravées dans leur combat pour obtenir justice. Et c'est à vous que je le dis et que je le répète, messieurs les législateurs, mesdames les législatrices, c'est uniquement de cela dont il s'agit, d'un besoin absolu de justice. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Porcel. Madame Leroc. Je vous remercie d'accueillir notre parole, ma parole. Je vais aller directement aux faits. J'ai subi une tentative de viol de la part de Jacques Doyon en 1998. J'étais bénévole, stagiaire sur Les Petits Frères donc, de Jacques Doyon. Il m'a proposé un rendez-vous dans un café et une demi-heure avant le rendez-vous, il a changé l'adresse. Sachant que je l'imaginais avec Jane Birkin dans sa maison, je me suis donc rendue dans cette maison en pensant que Jane Birkin y serait. Elle n'y était pas. Jacques Doyon m'a reçue seule. Du rez-de-chaussée, on est passé au premier étage. Il m'a servi de l'alcool et une pizza. Et il m'a fait miroiter des essais avec Stéphane Fuenquinos pour me faire démarrer le métier. Donc là, j'ai une 20aine d'années. C'est mon premier tournage. Il m'a dit que Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Binoche avaient eu ce même parcours et qu'elles étaient toutes passées par lui pour démarrer. En plein milieu du repas, il a ouvert une petite porte qui m'a menée dans un grenier. Au 2e étage, il y avait donc une chambre dans laquelle j'ai été piégée. Il s'est allongé sur le lit. J'ai tiré un fauteuil pour lui tenir tête. Et il m'a attrapé le bras pour me tirer dans le lit. Je me suis débattue. J'ai réussi donc à m'extraire. Et je lui ai dit cette phrase du haut de mes 20 ans. Jacques, tu dois avoir un problème avec ta mère, tu devrais consulter un psychiatre. Et je vois qu'il n'en a pas fait cas. Le lendemain, l'ambiance du tournage avait totalement changé. Les gens se détournaient de moi. Lola Doyon, sa fille, qui était première assistante, que j'aimais énormément,
m'a écartée du tournage en me positionnant dans une pièce pour garder du matériel. Et j'ai été agressée par un régisseur qui est venu mimer des orgasmes autour de moi, qui m'a tourné autour pendant 5 minutes en mimant des orgasmes. Je me suis levée, je l'ai invectivé et il m'a donné un coup de poing dans le nez. Donc je suis tombée le nez en sang par terre. J'ai entendu des talkie-walkie qui ont dit « il faut la virer, il faut la virer ». Il s'agissait certainement d'une décision du directeur de production, mon ami Yvon Crène. Je suis allée voir Yvon Crène et je lui ai dit « non, je ne suis pas virée, je pense que tu n'as pas compris la situation ». Mais effectivement, tout le plateau s'est retourné contre moi. J'ai été mise à l'écart pendant 3 semaines. Donc j'ai tenté de rester sur mon lieu de travail sur lequel j'ai été agressée. Pour vérifier ce qui s'était dit par rapport à Stéphane Fuenquinos, j'ai donc demandé à Jacques le numéro de téléphone de Stéphane Fuenquinos. Et quand je l'ai eu au téléphone, Stéphane m'a dit « rendez-vous chez Alain Sard ». Je me suis donc rendue rue Dumont-d'Urville. Alain Sard n'y était pas, mais en tout cas, Stéphane Fuenquinos n'avait absolument rien à me proposer, ni un essai, ni un film, ni rien du tout. Cet homme ne m'a jamais rappelé pour aucun casting. Donc en général, quand on arrive d'un réalisateur aussi prestigieux que Jacques Doyon, en général, on vous rappelle. La personne ne m'a rappelé. Je vous laisse imaginer les raisons pour lesquelles je n'ai pas été rappelée. À la suite de ça, donc dans cette même période, j'ai fait une école de comédie musicale qui s'appelait Fey, mais j'avais un professeur qui s'appelait David Barouk. David Barouk qui s'est proposé être un peu mon protecteur et m'a dit qu'il était amoureux de moi. Et finalement, donc, j'ai mené une relation avec cet homme pendant 6 mois pour m'entendre dire finalement que son but était de me rabattre sur un couple pervers qu'il menait avec son ex qui était finalement sa compagne, donc pour faire un trio pervers. Là, je pense que j'ai dévissé puisque j'ai fait une tentative de suicide donc dans l'année qui a suivi l'agression de Jacques Doyon. Et donc la trahison de David Barouk, qui est toujours en exercice d'ailleurs. J'ai été plutôt protégée par l'équipe d'MK2, Marine Karmitz, Caroline Eliachev, Nathanaël Karmitz, Elisha Karmitz, Jérémy Nassif, que j'aime beaucoup. Donc j'ai travaillé au siège auprès d'eux, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai malheureusement rencontré un jeune homme du Conservatoire national, un acteur qui s'appelle Mathias Mégard, qui m'a confié avoir été violé par son professeur au Conservatoire national. Donc je l'ai écouté avec toute sympathie, toute empathie. Et lors d'une soirée rapprochée, on va dire un peu, cet homme m'a soudainement projeté par terre, attaché les mains, et il m'a violée. Ce viol a fait l'objet d'une amnésie traumatique de 15 ans et j'ai retrouvé ce souvenir lorsque je suis tombée enceinte de mon fils. Par rapport à ces 3 affaires, les conséquences, quelles sont les conséquences ? Jacques Doyon n'a pas été mis en examen. Je ne suis pas la seule. On sait très bien qu'il a énormément de plaintes qui le suivent. David Barouk, le professeur de théâtre, est toujours en exercice. Je précise que la manipulation dont j'ai été l'objet, il l'a fait aussi sur plusieurs de mes collègues élèves, donc apprentis comédiennes. Et donc ça, bon. Mathias Mégard, donc mon violeur, malgré ma plainte auprès de la police, a été relaxé. Quand je suis arrivée à la police, on m'a dit effectivement les faits ne sont pas prescrits et 15 jours après, ils étaient prescrits. Donc je n'ai pas bien compris. Ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que quand j'ai porté plainte contre Jacques Doyon, la psy de la police a plutôt culpabilisé mes parents. Il y a eu des réflexions désobligeantes, il y a une froideur extrême.
Elle était pressée parce qu'il y avait d'autres affaires plus importantes à traiter. Donc je vais donc finir le travail de la psy à sa place, devant vous. Et je vais vous énumérer les conséquences psychologiques de ces agressions. J'ai ressenti un handicap face au réalisateur, un déficit de confiance, un sentiment d'insécurité qui fait obstacle au lâcher-prise, condition sine qua non de la justesse de l'acteur, bien sûr. J'ai eu un début de carrière loin du coup du centre névralgique du métier, c'est-à-dire que j'ai été obligée de quitter Jacques Doyon, bien sûr, Lola Doyon, Clapiche, le mari de Lola, Besnéard, bien sûr, qui n'est jamais très loin. J'ai eu un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, un sentiment d'être incomprise, transparente, un sentiment de culpabilité et d'anxiété relationnelle. J'ai eu beaucoup de difficultés à me poser. Ma famille en atteste, je n'étais pas comme ça avant. Et puis, il y a cette crainte que ça recommence. Et nous, les comédiens, les comédiennes, on est toujours dans ces conditions de devoir chercher du travail. On n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les auditions sont accessibles, c'est démocratique. Ici, ça fonctionne de manière aristocratique. Donc, il faut aller chercher l'audition, l'essai, le travail. Et donc, on doit toujours recommencer cette séduction qui, normalement, n'a pas lieu d'être. Donc crainte que ça recommence, évidemment, à chaque fois que je fais des rencontres avec des hommes. Crainte des rôles aussi où ma sensualité pourrait être appréciée. Moi, ancienne danseuse, devenue comédienne, je ne pouvais plus me servir de mon corps. Mon corps trop écorné au fond et finalement trop adapté à l'extérieur. Ça faisait comme un sentiment de dissociation. Donc j'ai été très fâchée avec ma sensualité et je me suis coupée évidemment de 90% des rôles qu'on aurait pu me proposer, puisque le sens de l'écriture va dans le sens de l'érotisation du corps de la femme. Maintenant, pour finir rapidement, j'essaye. La lutte que j'ai menée, donc en 2017 chez Mediapart, j'ai fait un témoignage anonyme par rapport à Jacques Doyon. Heureusement, Judith Godrèche est arrivée, a recoupé mon expérience. On a eu un article au Monde, j'ai fait une interview à BFM. Tout cela n'a servi à rien. J'ai la sensation de faire le travail de la justice parce que la justice ne fait pas son travail. Puis je ressens une opposition très forte de la part du président Macron, qui adoube notamment Depardieu. Il y a des soutiens de Jacques Doyon, comme Dominique Besnéard. Il y a Alain Sard, qui n'a jamais été inquiété pour le trafic de jeunes filles et proxénétisme en 2000. Il a été relaxé par des lettres de moralité signées de la part de la majorité des professionnels du spectacle. Il y a eu les signataires de la tribune Depardieu, totalement réactionnaires. Donc le métier se divise en deux. On a la sensation d'une puissance, d'une impunité et des victimes qui ne sont pas entendues. Voilà pour le tour d'horizon. J'évoquerai rapidement Caroline Fourest et sa surreprésentation, sa survisibilisation médiatique. Et pour finir, je dirais, tout cela n'enlève rien au fait que nous sommes majoritaires. Merci beaucoup, Madame Larocque. Madame Luciani. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invitée à cette table et remercier toutes celles qui sont avec moi. Je n'ai pas réussi à manger ce matin, mais c'est votre courage qui me nourrit. Je m'appelle Noémie Luciani, j'ai été critique de cinéma pendant une quinzaine d'années. Comme la plupart de mes collègues, je n'avais pas de contrat, je multipliais les piges pour plusieurs médias. Et en 2021, j'étais à Cannes. Je n'avais pas prévu de m'y rendre, ayant toujours trouvé la cinéphilie en berne, l'exercice social nauséabond, les nez trop poudrés de cocaïne. Mais l'un de mes rédacteurs en chef avait beaucoup insisté. Et il allait m'embaucher en septembre. Ça devait être mon premier contrat. C'est si rare, qu'après des années de pige, précédées d'années de textes bénévoles, quand la revue ne rémunérait pas encore, je voulais encore prouver que je méritais sa confiance. À la fin du festival, la revue a donné une soirée dans l'appartement qu'elle louait. Et le directeur général d'un média partenaire m'a abordé. Je l'avais déjà croisé, il m'avait fait une vilaine impression, mais ce partenariat comptait beaucoup pour ma revue.
Alors je me suis mise en demeure de faire bonne figure, là encore pour honorer la confiance de mon rédacteur en chef, mais aussi parce que dans ce métier, il faut être bien vu des chefs et des partenaires pour bénéficier des opportunités, des bons sujets, des bons emplacements dans la maquette, des possibilités d'interview. L'homme était cultivé. Je me suis prise au jeu d'une conversation d'esthète, comme on aime à en avoir entre gens du métier, pleine de grands mots, peut-être pédantes. Nous avons parlé de poésie, de l'écriture qui nous sauve et qui nous tient debout contre les tempêtes, de théâtre, et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il faut absolument que je te raconte une représentation de Bertolt Brecht à la Comédie Française. La soirée finissait et nous étions seuls sur un balcon. Dans la chambre, derrière les voilages, mon rédacteur en chef s'était couché. Sous son regard, que pouvait-il se passer? Et pourtant, l'homme cultivé ne m'a jamais parlé de Bertolt Brecht. Il s'est tu. Et prise d'une peur que je ne pouvais pas expliquer, je me suis mise à raconter Cyrano de Bergerac à la Comédie Française. J'ai tout décrit, la voix des acteurs, leur jeu, les costumes, le moindre élément de décor dont je me souvenais comme un barrage invisible, jusqu'à ce que le souffle me manque. Mais avant que je puisse reprendre de l'air, il a éteint ma bouche en y plaquant la sienne, immobile et glacée. Et j'ai pensé, voilà à quoi cela doit ressembler d'embrasser un cadavre. J'ai pensé non, mais ses lèvres fermaient les miennes, alors j'ai tenté de m'enfuir, et il m'a rattrapée. Le silence me faisait mal, j'ai essayé de parler, ses mains me faisaient mal. Le silence s'est cogné sur le son des volets roulants que mon rédacteur en chef, sans doute incommodé par le spectacle, a baissé. Je suis restée enfermée sur le balcon avec l'homme cultivé et mes mots pour seule arme. Ils ne m'ont pas sauvée. J'ai porté plainte contre lui pour viol et j'attends que la justice nous entende. Moi et cette jeune femme qui l'a agressée durant 2 éditions d'un festival où elle travaille. Et elle a essayé de le repousser si fort, m'a-t-elle dit, qu'elle en avait le lendemain des courbatures dans tout le corps. J'ai aussi saisi les prud'hommes contre cet ancien employeur, à qui j'avais tout raconté. Mais qui, lorsque j'évoquais quelques semaines plus tard ma prise de poste, m'a dit ne pas comprendre de quoi je parlais. Longtemps, je me suis demandé s'il ne m'avait pas cru ou s'il avait choisi de privilégier un partenariat. Mais aucune de ces réponses n'est acceptable, il me semble. Et je n'ai pas retrouvé de stabilité professionnelle depuis. Lorsque je mentionne ce CDI disparu, sans nommer qui que ce soit, à quelqu'un du milieu, personne n'est surpris. Mon histoire est un mélange de violences sexuelles et professionnelles, tristement emblématique du petit monde de la critique de cinéma. Ma rencontre avec Amandine Lac au sein de MeToo Média l'a confirmé, comme les témoignages que nous avons entendus au cours de l'enquête que nous avons décidé de mener. Entre victimes, nos histoires violentes ne nous étonnent jamais. Après la prise de parole de Judith Godrèche, on a demandé aux critiques pourquoi ils ne s'étaient pas fait l'écho des violences du cinéma. Ils ont souvent professé l'ignorance, ils ont parfois revendiqué cet étonnant droit à l'indifférence dont Éric Neuhoff se targuait sur France Inter en mai dernier en disant « Je vais à Cannes pour voir les films, pas pour les faits divers ». Personne ne semble faire l'hypothèse que les critiques peuvent se comporter comme les prédateurs du cinéma sur lesquels ils écrivent. Pourtant, ils se ressemblent. Leurs cibles sont jeunes, souvent des femmes, toujours précaires. Ils leur promettent en guise de tapis rouge leur nom sur du papier glacé. Leurs mots sont des armes qu'ils pratiquent en vétérans, sinon en virtuoses, c'est leur métier. Les mots des critiques sont de surcroît des alibis. N'ont-ils pas fait profession de s'intéresser à l'image sur l'écran, plus qu'à la chose, plus qu'à la peau? Il est temps de parler et dur d'être entendu. Il y a déjà des victoires. Après le signalement de l'autre victime dont je vous ai parlé, puis le mien, le média de l'agresseur l'a démis de ses fonctions et coupé tout lien avec lui. Il y a des défaites. Jusqu'ici, Amandine et moi avons échoué à médiatiser notre enquête, malgré l'aide de MeToo Média. L'enjeu diplomatique est lourd. Il faut écrire sur ses collègues. L'histoire se met de noms inconnus hors du cénacle.
Il y a des victoires futures qui commencent comme des défaites. Je n'ai pas encore réussi à aller voir Bertolt Brecht à la Comédie Française, mais j'ai commencé à lire ses poèmes parce qu'il me semble qu'aucune guerre ne peut faire l'économie de connaître l'adversaire, et aussi parce qu'il m'est intolérable que l'homme cultivé me prive de surcroît de mots. Aussi pour tenir dans le temps nécessaire contre lui, ses semblables et leurs spectateurs indifférents, j'en appelle à Bertolt Brecht, qui écrit « Nos défaites, voyez-vous, ne prouvent rien, sinon que nous sommes trop peu nombreux à lutter contre l'infamie. Et nous attendons de ceux qui regardent qu'ils éprouvent au moins quelque honte. » Merci. Merci beaucoup, Madame Luciani. Merci beaucoup, Madame Lac. Je voudrais, moi, m'adresser à Madame Luciani. Je voudrais m'adresser à tout le milieu de la critique parce que je pense que le témoignage de Noémie et le mien montre une douleur que ce milieu ne refuse de voir. Et elle est là. Et j'espère qu'aujourd'hui, le milieu va prendre conscience de ce qu'il joue. Donc, je m'appelle Amandine Lac, j'ai 29 ans. Je suis également ambassadrice de l'association MeToo Média qui lutte contre les VSS dans le milieu des médias. J'ai été critique de cinéma et directrice de publication d'un média de cinéma indépendant nommé Sorociné. J'ai porté plainte pour harcèlement sexuel et viol, au pluriel, en septembre 2023 contre Marc Moquin, cofondateur et rédacteur en chef de Revue et Corrigée, une autre revue de cinéma indépendante dont j'ai été aussi rédactrice. J'ai aussi été victime en parallèle d'abus de confiance dans l'association dans laquelle j'exerçais, pour laquelle j'ai porté plainte en décembre 2023, de manipulation, de harcèlement moral, et j'en passe des meilleurs par d'autres personnes du milieu de la critique de cinéma. Ce ne sont pas ces faits que je décrirai aujourd'hui. Je l'ai fait dans un témoignage publié le 28 décembre dernier sur les réseaux sociaux et qui a fait l'effet d'une déflagration dans le milieu. Ce témoignage fait 33 pages et raconte mon emprise, comment ma vie a dramatiquement basculé entre 2021 et 2022, quand j'ai intégré le milieu de la critique de cinéma. Ça n'a absolument rien d'un accident. Je suis née au fin fond de la Lorraine, je n'avais pas les moyens d'intégrer une école de journalisme, je ne pouvais même pas rêver de ce métier. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. J'ai commencé comme beaucoup dans ce milieu de manière bénévole, avec un rythme très soutenu, en parallèle de mon métier alimentaire dans la vente. En 2018, j'intègre bénévolement la rédaction du Bleu du Miroir. Je fais mon premier festival de Cannes avec une accréditation jaune autour du cou en 2019. Je vis un rêve éveillé. Je rends 3 papiers par jour, en plus des 3 ou 4 projections par jour, pendant 10 jours. Le tout sans toucher un seul centime et en ayant payé ce séjour de ma poche. C'est pas grave. Après tout, je regardais le festival de Cannes depuis ma télévision pendant trop longtemps, en connaissant par cœur les noms des films en sélection sans pouvoir en voir un seul, car même pas diffusé dans ma petite ville de Moselle. Tout ça, c'était pas pour moi, et ça semblait désormais à ma portée. En 2020, j'ai 25 ans. Je profite du confinement pour me consacrer à un projet que l'on veut porter avec d'autres bénévoles, un peu fou. Celui de créer une revue papier consacrée au cinéma à travers un point de vue féministe, qui s'appelle donc Sorociné. J'y travaille comme une dingue. En 2021, le projet se concrétise. Le numéro 1 de Sorociné sortira en été. Je deviens membre du syndicat de la critique dans le même temps. J'y suis presque. Je quitte mon travail dans la vente après un burn-out et je me dis, ça y est, je peux tenter le tout pour le tout. Je mets plus de 4 mois à toucher le chômage. En avril 2021, Marc Moquin nous prend sous son aile. Il incarne aux yeux de beaucoup le passeur entre la critique bénévole et professionnelle. Il a créé une revue indépendante à partir d'un financement participatif, comme moi. J'ai l'illusion que désormais, la critique n'appartient plus uniquement aux grands titres de presse, ça paraît être à la portée de tout le monde, même des gens comme moi. Dès juillet 2021, peu après la sortie du numéro 1 de Sorociné, il focalise son attention sur moi. Il commence à m'ouvrir des portes, à moi, la vendeuse que personne ne connaît dans le milieu. C'est un soutien précieux dans le développement de la revue. Je suis entièrement dépendante de lui, d'abord par son influence, puis économiquement. Il me présente à d'autres professionnels, m'aide sur des partenariats financiers. Un soir d'août 2021, après avoir pris un verre avec moi, qu'il qualifie de date alors qu'il n'était absolument jamais question de ça, il s'excuse d'avoir passé la soirée à me draguer et dans le même temps me dit « Si j'avais été proche de toi plus tôt, je t'aurais proposé d'écrire dans la revue. » Et moi, je suis naïve, j'ai dit que je n'étais pas intéressée, j'ai dit non, c'est déjà même la 3e fois que je refuse ses avances. Alors je suis persuadée en fait qu'il va m'entendre. Et puis en fait, je retiens seulement le fait que je peux peut-être intégrer une vraie rédaction pour de vrai. Et peu de temps après, il me commande un texte. C'est mon premier texte rémunéré. Et il me porte au nu quotidiennement, quand je n'existe même pas aux yeux des autres. J'intègre une rédaction avec d'autres professionnels ensuite. Sa rédaction. Tout va très très vite. À peine 2 mois que je le connais, ma vie a déjà basculé. C'est fou. Complètement fou. Tellement fou que je nie le harcèlement sexuel dont je suis victime.
Je refuse quotidiennement ses avances, puis ses propositions sexuelles dégoûtantes. Puis très vite, ça se transforme en démon d'amour de sa part. Je refuse une relation amoureuse, mais il insiste. Tous les jours. Je ne comprends plus rien, je crois être folle. Je pense que tout ça est de ma faute. Et tout ça dure de juillet, août, jusqu'à début décembre 2021, jusqu'au viol, toujours au pluriel. Et ensuite, j'ai cédé face à sa pression et ensuite il me dit que c'est moi qui dois voir un psy parce que j'ai des problèmes d'attachement. C'est moi la harceleuse. J'ai l'impression d'être complètement folle et pourtant je ne peux pas partir. Moi j'ai besoin de l'argent de mes textes qui sont payés en droit d'auteur et j'ai besoin de son aide précieuse pour le développement de ma propre revue. Lorsque j'évoque le fait qu'un soir de décembre 2021, lors de l'anniversaire de Marc Moquin, celui-ci n'aura que 2 phrases à mon égard, en privé. « Tu ressembles à une actrice porno, et assise comme ça au milieu de la pièce, tu pourrais te faire gangbang par tout le monde. » Alexandre Matisse, proche de très longue date de Marc Moquin et aussi rédacteur de Revue et Corrigée, me répond « Ça ne m'étonne pas, il est comme ça avec les femmes. » C'est peut-être bien ça le problème. Tout le monde sait, mais ne fait rien. J'ai quitté la critique de cinéma en août 2022. J'ai souffert d'un stress post-traumatique avec de très nombreuses crises de décompensation où j'avais l'impression de perdre totalement la tête. Il m'arrivait de muriner dessus la nuit. Et pourtant, parmi ces symptômes, il y en avait un qui me semblait plus terrible que les autres. Il m'arrivait d'être mutique, de perdre ma voix, parfois pendant des heures. Il n'y avait plus un son qui sortait de ma bouche. J'avais l'impression qu'on m'avait volé qui j'étais. Et c'est totalement ironique, parce que la critique de cinéma est un métier de fait de mots. J'avais l'impression de n'être plus rien, même plus un être humain, et je voulais juste mourir. Je cherche de l'aide auprès du syndicat de la critique en mars 2023, en sachant très bien qu'ils ne peuvent pas faire de miracle. J'ai simplement besoin de parler. Je dis pour la première fois le mot viol. On me force de nommer mon agresseur au téléphone et on me dit qu'on ne peut rien faire. Et on me dit cette phrase terrible qui me hante encore. Ce ne sont que des bâtons dans les roues d'un métier déjà difficile. 15 jours plus tard, je reçois une newsletter de la part du syndicat de la critique, dans lequel il y a un message de soutien adressé à Revue et Corrigée qui arrête sa parution. En dessous, il y a un paragraphe qui invite les victimes de VSS à prendre contact avec le syndicat pour être mises en contact avec une aide juridique que l'on m'a refusée. Et je me sens, pardonnez-moi l'expression, comme une conne. Je comprends que parler ne sert strictement à rien dans ce milieu, et je replonge. C'est l'association MeToo Media qui me sauve. En mars 2023, toujours, je contacte l'association pour chercher de l'aide. C'est Noémie Luciani qui est mon écoutante. Elle connaît le milieu comme moi. Je me sens moins seule. Et on réalise très vite que malgré l'écart géographique et générationnel, il y a des similarités à nos récits qui dépassent le cadre tristement commun des violences sexuelles. En décembre 2023, nous lançons un appel à témoins de victimes de VSS dans le milieu de la critique. Nous passons un an, jusqu'à aujourd'hui à écouter des victimes, de trop nombreuses victimes dont les témoignages se succèdent et se ressemblent. Faire cette enquête, soutenue heureusement par l'association MeToo Media, est une question de survie pour nous, même si elle nous compte immensément, mentalement, physiquement. Je travaille 39 heures par semaine dans un métier que j'aime plus que tout et qui m'a sauvée, et pourtant je passe de trop nombreuses soirées, parfois des pauses déjeuner, à travailler sur le sujet. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est à nous, victimes, de prendre en charge d'autres victimes quand le milieu de la critique n'en a que faire des VSS. Suite à la publication de mon témoignage, les professionnels de la profession ont fait preuve d'un silence assourdissant et ont été plus rapides à dire « pas toute la critique » comme on dit « pas tous les hommes » et à s'indigner que quelqu'un aborde le milieu comme un privilège bourgeois. C'est pourtant ce qu'il est. Le milieu est précaire, profite de l'exploitation du travail gratuit des nouvelles et nouveaux arrivants, prêt à tout pour ne serait-ce qu'un peu de reconnaissance. Alors qui peut prétendre pouvoir exercer un métier passion en vivant de cinéma et d'eau fraîche si ce n'est des gens qui peuvent se permettre de l'exercer ? En 2022, j'ai dû quémander pendant près d'1 an l'argent qui devait m'être payé suite à un texte qu'on m'a commandé et que j'avais dû écrire dans l'urgence. C'est humiliant et insultant. Et qu'on ne me parle pas de crise du milieu, il s'agissait de Première, un gros média bien implanté dans le paysage de la critique de cinéma. Alors je le redemande, qui peut se permettre de pouvoir attendre des semaines, des mois pour être payé sans avoir à angoisser d'un logement à payer ou d'un frigo à remplir ? Car c'est précisément cette précarité qui sert de terreau à tout type de violence et d'abus. Le temps file. Pardon, je vais finir. Moi, je pense aujourd'hui à toutes les victimes de VSS dans le milieu de la critique de cinéma et à toutes ces personnes qui peuvent dire ce qu'elles ont vécu, car personne ne les écoute ou parce qu'elles ont peur de tout perdre. Je pense aux critiques Camille Nevers et Olivia Cooper-Adjian qui ont courageusement témoigné à visage découvert en décembre dernier face à Serge Boson, réalisateur, mais aussi critique de cinéma. Leur parole a été mise sous le tapis car le sujet des VSS dans la critique de cinéma a été considéré jusqu'à aujourd'hui comme un non-sujet. Je pense aussi à toutes les personnes racisées, non-valides, queer du milieu de la critique, trop peu nombreuses et qui, sans vouloir parler à leur place, auraient sans doute beaucoup de choses à dire si on daignait seulement les écouter. Merci. Merci. Madame Tissier.
Et merci aussi de me donner la parole dans cette assemblée. Donc moi, je suis une femme aujourd'hui broyée. Je me suis retirée du monde du travail depuis 6 ans. J'aurai 46 ans en février prochain, le 23. Je suis mère esseulée de 2 enfants. Je vis de l'allocation adulte handicapé, des pensions alimentaires et des allocations familiales. Depuis 6 ans, je vis sous le seuil de pauvreté. Le contexte, c'est que je suis arrivée à 17 ans de ma petite ville natale de Moulins, en laissant ma famille, tentant d'échapper au traumatisme de 2 viols consécutifs subis à l'âge de 16 ans. J'étais sur le plan psychique complètement détruite, ma santé fragile. J'avais de gros problèmes de sommeil, de mémoire, de concentration, de dépression. Je me réfugiais dans mes passions, le cinéma, le piano, la danse, la natation, aussi la fête. J'essayais toujours de faire bonne figure, je portais le masque enjoué. Je me suis inscrite en fac de cinéma à la Sorbonne, tout en enchaînant les petits boulots, vendeuse de chaussures, hôtesse d'accueil, etc. Je me suis raccrochée à la vie comme j'ai pu. Fin 99, un médecin d'SOS Médecins appelé en pleine nuit est venu. Il m'a imposé un examen gynécologique totalement injustifié. Il m'a violée. 3e viol. J'ai nié cette agression pour survivre, mais j'ai ressombré. J'entrais dans la vie professionnelle, dans ces conditions indescriptibles. En 2001, j'ai commencé à travailler comme assistante caméra sur des courts-métrages, des publicités, comme assistante de réalisation aussi pour France Télévisions, toujours en contrat précaire intermittent. Là, j'ai rencontré le futur père de ma fille, lui aussi assistant réalisateur, qui un jour m'a interdit, je le cite, de marcher sur ses plates-bandes. J'ai obéi. Et il m'a cantonnée au poste d'opératrice prompteur pour rendre service à la prod du magazine de la santé pour laquelle il travaillait déjà. J'y reviendrai tout à l'heure. Mon CV a ensuite très vite circulé. J'ai enchaîné des contrats intermittents. Merci. À ce poste qui m'ennuyait mais me permettait de gagner ma vie. J'ai travaillé un peu pour toutes les chaînes, Arte, France Télévisions, Canal+. L'ambiance sexiste a toujours été plus ou moins présente sur tous les plateaux, mais des événements plus ou moins traumatisants ont égrené tout mon parcours. Et j'ai subi aussi une agression sexuelle. Mais c'est aussi l'injustice de la précarité financière orchestrée, un sexisme institutionnel qui touche particulièrement les femmes, dont j'ai été et suis toujours la plus grande victime, dont je voudrais parler particulièrement. Bon, déjà, dès mon premier stage, c'était je te présente ma petite stagiaire, elle est mignonne, hein, avec des œillades, des sous-entendus lourdingues. À l'été 2003, j'ai effectué un stage au laboratoire Éclair à Épinay-sur-Seine. J'étais sous la coupe de Serge Anthony, mon chef de stage, un étalonneur, celui qui règle l'équilibre des couleurs de l'image. Il m'a soumise à un harcèlement sexuel quotidien. Tous les matins, des remarques grossières à connotation sexuelle sur mon physique, ma tenue, des avances. Tout était propice à être détourné vers la chose. Il était complètement obsédé. Je me souviens particulièrement de la venue d'un de ses amis réalisateurs, Nils Tavernier, avec qui la complicité machiste et misogyne était totalement décomplexée. Très imbu de lui-même, Nils Tavernier m'a toisé de la tête aux pieds. Serge lui a fait remarquer que je n'étais pas intéressante vu la taille de mes seins. Il ricanait ouvertement avec cynisme de leurs blagues misogynes. Et Serge laissait entendre que certaines stagiaires n'avaient pas été farouches, allant jusqu'à se glorifier des attouchements dans la salle obscure de projection où nous passions la plupart du temps pour travailler. Il prenait plaisir à provoquer et à affirmer que les femmes, selon eux, n'aimaient que ça, qu'on les force, qu'on les prenne avec violence. C'est bien connu, les femmes aiment ça. Ce jour-là, je m'étais installée 10 rangs derrière eux. En préparant mon témoignage ici, hier, j'ai appris que Nils Tavernier est accusé de viol. Je voudrais donc dire à Jennifer Miramoncovillo, à Laura Lardeux, qui l'ont accusé. Je vous crois, j'ai vu le personnage, tenez bon. Merci de ce que vous faites et je me tiens à disposition pour témoigner si besoin. Mon stage s'est clos sur un « Alors, c'est bientôt fini ton stage, quand est-ce que tu me suces ?» auquel j'ai répondu par une gifle bien trempée dans la figure de Serge Anthony. J'avais rongé mon frein pendant 3 mois. En 2005, j'ai mis au monde une petite fille.
j'ai arrêté le cinéma, trop violent pour moi. J'ai continué ma carrière sur les plateaux de télé et au magazine de la santé où j'ai travaillé plus de 10 ans. Laurent, un chef électro pervers et harcelant à chaque fois que je le voyais, m'a balancé un matin. On t'a déjà dit que t'es bonne à te faire violer. Très drôle, le choc. Imaginez bien le retour de traumatisme que j'ai à subir. Je l'ai dénoncé à la prod, à Michel Simès, Marina Carrère-Dancos. Oh, il a eu juste un petit sermon, aucune sanction, et j'ai continué à le croiser régulièrement pendant des années. Lors d'émissions de plateau en public, des émissions, en général, j'entendais très souvent les réalisateurs demander qu'on place des femmes au décolleté profond derrière les invités en fond de gros plan. C'était très souvent des hôtesses payées pour cela, pour appâter le chaland, comme on dit. Souvent en régie, les remarques misogynes, sexistes fusaient aussi. Je me dois de citer également en 2010 la remarque obscène et déplacée du producteur de l'émission Lescure tôt ou tard, diffusée sur Paris Première. Ce producteur, c'est Nagui, qui, lors d'une réunion de préparation, alors que j'avais eu l'audace de défendre avec un petit peu trop d'aplomb mes nécessités de travail, m'avait jeté un « elle a du caractère, la petite, ça va se finir sur l'oreiller ». Lors d'un tournage de cette émission, j'étais venue travailler avec 42 fièvres et une angine carabinée pour ne pas planter la prod. J'avais terminé en larmes sous les cris intempestifs de Nagui dans la régie. Je m'étais rebiffée. Il m'avait fait porter des fleurs de sa loge à la fin de la journée par son assistante, mais j'ai ensuite été blacklistée. Voyez, la domination masculine n'a pas de limite, même chez les omniprésents du service public, on la retrouve. Une autre fois, le réalisateur et producteur de l'émission Complément d'enquête, pour laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans, Philippe Lallemand, dont un des petits jeux favoris était de tourner très rapidement la tête au moment de dire bonjour pour vous embrasser sur la bouche. Il m'avait interpellée alors qu'il discutait avec le PDG de la société de post-production Highway, alors que j'allais livrer les bandes de l'émission en régie finale, l'émission qui était diffusée quelques heures après. Il m'avait balancé un « n'oublie pas de montrer tes seins en arrivant en régie ». Voilà. Donc, beaucoup plus tard, en 2015, l'émission des maternelles, un des cadreurs, habitué des blagues graveleuses. Et là, c'est beaucoup plus grave. Dans le couloir en sortant du plateau, d'un coup, il a tendu son bras en arrière alors que je marchais derrière lui et il m'a littéralement attrapé le sexe. Le fameux « grab the pussy », vous savez, de Donald Trump. Je l'ai vécu. Horrible. Je l'ai engueulé, j'ai hurlé. Je me suis plainte à la prod, mais son frère était le chargé de prod. Alors bon, difficile. Je n'ai pas eu le courage de porter plainte pour cette agression. Je m'étais déjà relevée de 3 viols. J'avais pas envie de replonger. Puis il fallait bien pouvoir continuer à bosser. Alors je me suis tue. Et puis en 2012-2013, je me suis retrouvée à devoir travailler sur la pire émission de toute ma carrière, Touche pas à mon poste, de Cyril Hanouna. Les équipes étaient solidaires et bon esprit, mais l'ambiance du plateau exécrable de misogynie pure. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous connaissez le niveau de l'animal Hanouna, mais j'ai subi de la part du groupe Canal+, par contre, une baisse illégale, scandaleuse de salaire, de 25%, comme tous les intermittents sur les postes les plus précaires qui sont pour la majorité occupés par des femmes. J'ai osé prendre la parole sur le plateau et dénoncer la précarisation outrancière de Bolloré qui lançait sa mainmise sur l'ensemble du groupe Canal+. Bolloré, chantre du patriarcat, réactionnaire, conservateur de l'audiovisuel. On voit bien aujourd'hui comme la ligne éditoriale de sa chaîne CNews est loin des idéaux féministes de défense des droits des femmes. Et j'ai payé le prix de mon engagement. Pour avoir osé me rebeller et mener une procédure au prud'homme contre sa chaîne C8, j'ai subi les pires représailles judiciaires en étant accusée d'escroquerie au jugement. D'abord en 2018, une première plainte a été déposée contre moi au tribunal de Paris, classée en avril, mais elle est intervenue pour contrecarrer ma défense au prud'homme et m'a fait perdre toutes mes indemnités. Puis en 2019 et 2020, j'ai été encore une fois accusée, traînée au tribunal de Nanterre, de Versailles, toujours accusée d'escroquerie au jugement, où j'ai été naturellement 2 fois innocentée. Ces procédures m'ont totalement brisée, usée, m'occasionnant des frais d'avocat énormes pour ma défense et provoquant ma ruine. Je suis aujourd'hui sous la menace des huissiers qui me réclament la quasi-totalité des indemnités prud'homme que j'avais gagnées en 2016 et en partie dépensées. Je suis en surendettement. Je ne peux plus travailler. J'ai tenté de me défendre pour porter plainte et de porter plainte en 2019 contre C8 pour dénonciation calomnieuse. J'attends depuis 6 ans que ma plainte soit traitée par la justice.
Il a fallu à peine quelques mois pour Bolloré pour m'assigner au tribunal. J'attends depuis 6 ans que ma plainte soit traitée. Et que enfin justice me soit rendue. Je n'ai aucune couverture médiatique de mon affaire, aucun soutien possible de l'opinion, pas un mot dans les journaux qui m'avaient pourtant relevée comme courageuse lors de mon intervention sur TPMP le 30 mai 2013. Et je suis totalement silenciée. Pourquoi ? Donc une femme seule qui élève ses 2 enfants, qui se bat contre un mastodonte audiovisuel du patriarcat et qui voit sa vie ruinée dans l'impossibilité de travailler sans voir ses salaires saisis, en dépression post-traumatique suite à toutes ces attaques infâmes et à la litanie d'agressions et de viols subis depuis l'adolescence. Est-ce parce qu'en 2015, j'ai osé m'opposer au droit de cuissage d'un politique, Éric Coquerel, qui est aujourd'hui président de la commission des finances de l'Assemblée, ici même, qui m'a harcelée et agressée ? Est-ce en raison de mon engagement dans des mouvements féministes et citoyens ? Est-ce parce qu'en 2016, j'ai osé lancer Nuit debout en dénonçant au passage l'infiltration de groupes violents antiféministes ? Ma prise de parole du 23 février 2016 à la Bourse du Travail ayant totalement disparu de tous les réseaux ? Est-ce parce qu'en 2018, j'ai été l'une des figures féministes et pacifiques des Gilets jaunes, ayant obtenu de hautes luttes d'âpres négociations l'autorisation de manifester légalement sur les Champs-Élysées, un événement historique depuis 1936, pas un mot dans les médias de cette action. S'il vous plaît, là, il faut revenir sur le sujet Donc de la commission. je voudrais ici parler de sexisme dans les médias, bien sûr, mais toute mon histoire découle de ça, parce que j'aurais jamais croisé Coquerel si je n'avais pas, avant ça, été... voilà. Merci. Voilà comment on traite donc médiatiquement une femme qui s'exprime hors de la coupe machiste des clans politiques. Voilà comment on traite une femme engagée. Et en 2025, en France, les hommes ont encore tout le loisir de dézinguer les femmes. Et je voudrais encore vous parler d'une chose qui me tient particulièrement à cœur, une grande violence sexiste qui est massive dans tout le monde de la culture et des médias et qui est totalement oubliée. C'est celle de l'accès au congé maternité pour toutes les femmes intermittentes et précaires. Parce que lors de mon 2e accouchement, après mon 2e accouchement, en 2017, je n'ai pas eu droit au congé maternité. Alors, bien sûr, c'est un combat qui concerne toutes les intermittentes, mais aussi les intérimaires, les saisonnières, parce que quand il s'agit de défendre notre droit naturel féminin, le plus primaire, j'ai envie de dire, celui d'enfanter, dont nombre de femmes sont privées en raison de leur précarité, de leur pauvreté, et où, quand on devient mère comme moi, des milliers de femmes tombent dans la précarité, une grande vulnérabilité. Il y a une espèce d'omerta à croire que la maternité est devenue une croix à porter et que donner la vie est cantonné à l'image d'une femme d'un passé révolu. Pourtant, nous avons bien le droit de choisir d'enfanter ou non. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai essuyé un refus de la Caisse d'assurance de sécurité sociale pour obtenir un congé maternité, parce qu'il faut plus de 610 heures sur 12 mois. C'est des conditions plus difficiles que pour obtenir le droit au chômage, pour obtenir un droit au congé maternité. Et ça, ce n'est pas normal. Et quand bien même, c'est une violence économique sexiste massive. Et quand bien même on obtient ce congé maternité... Non mais, s'il vous plaît. Merci. Je vous propose, parce que c'est vraiment... important, parce que le congé maternité, c'est la précarité. On va juste la suite, j'en ai vraiment pas pour longtemps. Donc, quand on ouvre des droits au congé maternité, ces droits ne comptent que pour 0 € dans ensuite l'indemnisation chômage. Et donc, beaucoup de femmes renoncent à prendre leur congé maternité, ce qui les force non seulement à travailler plus tôt et à terminer de travailler plus tard dans leur grossesse. Et c'est d'une immense violence. Et moi, c'est aussi ce qui a participé à me faire sombrer après mon accouchement, où je me suis retrouvée au RSA avec une perte de droits. Et voilà, tout ce continuum, en fait, de violence sexiste, misogyne, est aussi maintenu par les institutions aujourd'hui de notre République. Et c'est ça que je voulais que vous entendiez aussi. Merci. Donc je plaide pour un congé maternité universel et inconditionnel pour toutes les femmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos témoignages. Merci pour le temps où vous avez décrit l'ensemble de vos parcours, et ce qui ressort quand même à chaque fois, c'est
la conjonction de violences sexistes, sexuelles et économiques, parce que c'est ce qui est vraiment commun à tous vos témoignages. Et donc, peut-être que ma première question portera là-dessus, et après, je donnerai la parole au rapporteur Erwan Balanant. On a beaucoup entendu le caractère aggravant de la précarité comme étant une source évidemment de violence. Dans toutes les dominations, il faut qu'il y ait une situation de domination, donc la précarité en fait partie. Est-ce que vous auriez... est-ce qu'avec un autre statut, vous auriez pu échapper aux violences auxquelles vous avez été confrontés, et en quoi la précarité a été aggravante pour vous dans le moment de l'agression. Je me permets ça parce que dans l'après-agression, on comprend bien à quel point c'est très difficile de parler, de déposer plainte, etc. Mais sur le moment, est-ce que vous pensez qu'il y avait, je vais le dire de manière claire, un ciblage des personnes les plus précaires dans l'acte de l'agression? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une forme de comment je peux dire ça, le terme m'échappe, mais non, pas de vulnérabilité, mais de protocole en quelque sorte suivi par les agresseurs. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu cela, et est-ce que vous avez eu des témoignages en ce sens? Merci. Oui, allez-y, Madame Luthier. Je pense que... parce que j'ai essayé de mettre en évidence dans mon témoignage, c'est que pour moi, le contrat, la perspective d'un CDI, constituait vraiment un point de bascule, et notamment parce que ça allait me donner une stabilité qui permettait, alors ce que j'ai dit sur les opportunités et la nécessité de se faire bien voir demeure, mais quand on a un revenu qui est fixe, on est quand même moins obligé de jouer ce jeu de réseau pour obtenir de l'accès. Il y a aussi le fait que ça légitime la posture dans un média. Quand vous êtes permanent du média, vous avez un accès plus facile auprès des attachés de presse, par exemple, qui vont aussi pouvoir ouvrir les fameuses portes, les entretiens, les interviews, donc tout simplement nous faire travailler. Et on n'est plus dans cette logique également de devoir cumuler les piges, parce qu'il y a la quantité de travail aussi, qui fait qu'on est épuisé, on n'a pas de vacances. Je ne sais pas ce que c'est que des congés payés. Donc, on n'a pas de vacances, on est épuisé, on arrive dans des états, les contextes de festival par exemple, où on attend de nous ce réseautage et en même temps une production effrénée de textes parce qu'on est payé à la pige, que les piges elles-mêmes sont très peu payées, voire pas payées, et que donc du coup, on est dans cette accumulation, on est épuisé, on est physiquement plus vulnérable. Alors, ça, c'est mon observation personnelle. Après, dans le cadre des témoignages que nous avons pu entendre avec Amandine, on a une récurrence de schémas de prédation qui vont cibler des jeunes femmes qui débarquent dans des rédactions qui sont parfois les seules femmes dans une rédaction composée d'hommes et qui observent d'elles-mêmes qu'il y a... j'essaye de trouver une manière digne de le dire, mais enfin qu'à chaque nouvelle victime, on en trouve une autre qui correspond à la même typologie, c'est-à-dire qui est dans cet état de précarité, qui est souvent très jeune, qui est de bonne volonté, c'est-à-dire qui est prête à faire ce travail gratuit, à faire des heures supplémentaires, à donner des sujets, par exemple, pour la bonne cause, qui vont après être repris par d'autres collègues qu'on ne lui attribuera pas forcément à elle. Et une fois que cette victime est usée, elle est exclue du comité de rédaction, exclue du média, et une autre vient à sa place qui présente la même typologie. Donc oui, pour moi, ça va dans le sens d'un modus operandi. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci à vous toutes pour vos témoignages et pour le courage de venir témoigner. On sait que c'est toujours difficile. Pour aller dans le même ordre d'idées que Madame la Présidente, j'ai l'impression à écouter vos parcours, c'est que vous étiez toutes dans des situations initiales suite à... vous n'étiez pas à l'intérieur du système.
j'ai l'impression que toutes, vous avez dû rentrer dans le système, avec toute la difficulté que ça a quand on n'a pas le réseau. Et tout à l'heure, on a eu un témoignage d'une victime qui nous dit « Moi, j'ai eu la chance de pouvoir témoigner parce que justement, j'avais le réseau ». Et est-ce que c'est un point qui vous semble important? Et est-ce que vous avez cette impression, par exemple dans l'étude un peu large que vous avez faite sur les victimes, que souvent elles sont peut-être parfois issues de la province, parfois issues, et j'ai l'impression que c'est toutes les 6, vous n'êtes pas parisiennes. Je ne veux pas faire d'antiparisianisme primaire, hein, mais il y a quelque chose là qui me frappe assez. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'était une question plus directement à Madame Porcel. Vous avez porté plainte, votre plainte a été médiatisée, contrairement à d'autres, et on pourra en revenir là-dessus sur ce sujet aussi pour Madame Luciani et Madame Lac. On aurait pu croire que la portée médiatique, quelque part la chute du commandeur PPDA, on a cette impression aujourd'hui quand même qu'il a chuté. Et je suis étonné que l'omerta quelque part continue et que vous êtes blacklisté aujourd'hui. Et je suis c'est aussi révélateur du milieu. Et voilà, mes deux interventions portaient un peu sur cette question du milieu. Est-ce que ce milieu s'auto-nourrit? Est-ce qu'il se protège encore autant qu'avant? Et comment faire pour que... Et c'est le jeune homme que j'étais à un moment donné, issu de la province aussi. Comment on fait pour que tout le monde puisse rentrer dans ce monde de la culture, quel que soit son milieu et quelle que soit son origine sociale et culturelle? Merci. Je vous propose juste qu'on enchaîne sur une question de Sarah Legrain, parce que comme l'heure tourne... Non, déjà pour évidemment vous remercier, comme on le fait à toutes les personnes qui viennent ici témoigner de choses extrêmement dures et qui montrent la nécessité du courage pour ça. Je vous pose un peu une question que je pose souvent dans ces auditions, c'est la question de la peur, puisque en fait je crois que c'est le dénominateur commun d'énormément de personnes qui nous parlent, et de la façon dont... finalement, les milieux... donc vous avez décrit les questions de précarité, vous avez décrit ça, les modes opératoires. Donc, est-ce que vous avez eu des expériences où vous avez pu voir comment, finalement, les personnes dont vous étiez victimes ont pu... est-ce que vous avez vu des cas où, en réalité, la peur peut changer de camp? C'est vrai que l'exemple de PPDA est un peu démoralisant, parce qu'on se dit, mais là, pour le coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été acquis d'une certaine façon avec la médiatisation, et en réalité, vous nous dites que finalement, on a l'impression que ce milieu-là va vous faire payer. Est-ce que pour vous, c'est des représailles, ou est-ce que c'est quelque part la peur, en fait, le fait que voilà, les victimes font peur d'une certaine façon et qu'on ne veut pas prendre ce risque-là? Et est-ce qu'à l'inverse, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'en réalité, les personnes qui couvrent les agresseurs et les personnes qui, par exemple, dans le milieu musical, comme vous l'avez décrit, vont avoir ces comportements, se retrouvent en fait sanctionnés publiquement, y compris du point de vue des intérêts économiques qu'ils défendent, quoi, voilà, dont ils ont besoin. Et puis peut-être aussi souligner, j'ai l'impression que c'est assez présent dans ce que vous avez décrit, mais peut-être revenir là-dessus, finalement le lien aussi entre la question de la non-mixité et la question des violences. Bon, ça paraît une évidence, mais en fait de rappeler aussi que du coup, ça peut paraître parfois pas grand-chose dans la lutte contre les violences, mais juste rappeler le fait que en fait, quand il y a des parités dans les rédactions, en fait, ça impose déjà, c'est-à-dire que le schéma que vous avez décrit dans une rédaction paritaire semble déjà beaucoup plus difficile à mettre en place, parce qu'il y a une obligation à ce que les femmes restent. Enfin, je le dis un peu brutalement, mais voilà. Et donc, est-ce que soit vous avez vécu des expériences de cadre où, pour le coup, la parité
avait cette vertu, pour essayer de parler en positif, ou est-ce que vous pouvez détailler en quoi justement l'entre-soi masculin va provoquer en fait le cercle vicieux qui fait en fait finalement fuir les femmes et qui fait que du coup l'entre-soi masculin est encore renforcé et permet encore la prédation sur les quelques rares femmes qui arriveront dans le milieu. Moi, si je peux me permettre de répondre. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est aux portes d'entrée, effectivement, du métier. Ça a duré 5 ans. J'ai tenu, malgré ma tentative de suicide. Je me suis remise, donc ça, il y a maintenant 20 ans. Et ce qui est très positif, c'est qu'effectivement, je pense que les choses sont en train de changer. La peur change de camp, et notamment grâce au collectif 50-50, les syndicats également, l'U2R notamment, qui est dirigé par Laurent Jaoui. Et on a créé, donc je suis proche des fondatrices des Mardis des réalisatrices, qui est un collectif de réalisatrices, pour le coup non mixte. Il y a un réalisateur qui est avec nous, mais voilà, donc on a remarqué qu'effectivement, quand on faisait des réunions avec les réalisatrices pour rencontrer des producteurs, s'il y avait des réalisateurs avec nous, le boys clan, la boys team marchait à fond, donc on se retrouvait toujours derrière. Donc on est resté sur cette idée de non-mixité. Donc il y a des collectifs forts, il y a l'ADA bien sûr, qui nous soutient plus que tout. Et grâce à ces collectifs, la peur s'en va en fait. Moi j'ai vraiment la sensation, moi je suis pas du tout, maintenant je suis au cœur du milieu, j'écris, j'ai des projets de réalisation, je continue à jouer, donc c'est vraiment derrière moi. Je témoigne de quelque chose qui est passé, mais effectivement, je crois que plus on avance, plus on est en collectif et qu'on est ensemble, et mieux les choses se passent. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de s'engager également. On les attend un peu, bien sûr, mais je pense qu'ils viennent. Si vous nous entendez. Madame Porcel, oui. Merci pour votre question, Monsieur Balanon, parce que du coup, ça me permet de faire d'une pierre deux coups et de proposer des solutions. Vous avez demandé comment faire pour que tout le monde puisse rentrer dans ces milieux. Et oui, et en fait, pour moi, une des solutions, alors c'est peut-être très naïf, mais c'est d'arrêter de mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une poignée de personnes dans le milieu des médias et de la culture qui regroupent une grosse partie du pouvoir. Et quand je dis pouvoir, on a quelques exemples. Je vais citer quelques noms qui n'ont pas du tout été accusés, mais si on prend l'exemple par exemple de Léa Salamé aujourd'hui, de Nagui, qui ont plusieurs émissions sur plusieurs chaînes ou antennes, ou pour prendre des exemples de gens qui ont été accusés comme par exemple Sébastien Coé ou Stéphane Plaza dernièrement qui a été jugé, c'est vraiment, il représente énormément de pouvoir, énormément d'argent, et c'était le cas de Patrick Poivre d'Arvor aussi, et je pense que c'est assez délétère de laisser autant de pouvoir et donc d'argent dans les mains de quelques personnes, de quelques stars, et je pense qu'il faut arrêter avec cette starification des gens des médias et de la culture, même si dans le milieu de la culture c'est un peu plus compliqué, mais dans les médias je pense qu'on pourrait réfléchir à des manières de ne pas faire cumuler, voilà, le non-cumul, pas des mandats, mais le non-cumul des émissions ou des animations, pour éviter justement qu'une seule personne représente beaucoup de pouvoir. Pour les journalistes, ça pourrait se matérialiser par exemple, pas plus de, 3 ou 5 ans d'antenne d'affilée pour éviter une starification et de les mettre à des postes qui ne sont pas à l'antenne, par exemple. Genre, je sais, c'est très naïf, mais j'essaye de réfléchir à des solutions, ou en tout cas, qui soient plus interchangeables que ce n'a été le cas pendant des années. Pour les animateurs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et encore, parce qu'il y a des émissions dans lesquelles, par exemple, des jeux télévisés où les animateurs changent. Et ça se passe très bien. Les jeux se fonctionnent quand même. Et par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que Patrick Poivre d'Arvor, ça n'est pas seulement les médias, ça n'est pas seulement la télévision. C'est aussi le milieu littéraire. Et ça a été aussi, plus récemment, le milieu de la musique classique. Et par exemple, si on prend le milieu littéraire, il faudrait peut-être réfléchir au fait de ne pas... de demander à des gens de ne pas être dans plus de
deux prix littéraires. Voilà, parce que quand on est juré dans tous les prix littéraires, forcément, quand il y a un problème avec une personne, c'est plus possible. Enfin, il y a des freins, il y a des voilà. Et donc voilà, c'est des solutions peut-être un peu naïves, mais qui peut-être montrent que mettre trop de pouvoir dans une seule personne, et on le voit dernièrement avec Stéphane Plaza et ses agences immobilières qui commencent à, ça a des répercussions vraiment sur des gens qui travaillent dans l'immobilier n'importe où en France. Donc je pense que c'est délétère et qu'il faudrait réfléchir à ça. Merci. Oui, Madame Lac. Moi, j'aimerais répondre peut-être à 2 questions en même temps. Une sur comment trouver les solutions et en même temps cette question de réseau. Ça rejoint ce qui vient d'être dit par Florence Porcel. C'est qu'effectivement, il y a, dans le critique de cinéma particulièrement, il y a une sorte de hiérarchisation implicite. Il y a des gens qui sont très établis, qui sont par exemple des rédacteurs des cahiers du cinéma, des très grands groupes, qui sont pour le coup... ou d'autres médias qui sont très impliqués, ou en tout cas qui sont très reconnus. Et justement, tout passe par ce réseautage, parce qu'il y a des gens qui sont à la tête, et il faut forcément passer en fait par des personnes qui seront en fait des espèces d'entremetteurs. Et quand on vient de l'extérieur, déjà c'est un milieu qui est extrêmement parisien, tout simplement parce que déjà par exemple pour accéder aux projections de presse qui sont quand même la base du métier, une projection de presse c'est aller voir un film avant qu'il sorte pour pouvoir le couvrir, donc avant la mercredi de la sortie. Et ben, il faut être à Paris. Moi, du coup, je suis arrivée à Paris en 2018. C'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pu entrer dans les projections de presse. Et pour donner un exemple aussi très concret et très physique de cette hiérarchisation, par exemple, au Festival de Cannes, il y a un système d'accréditation qui est basé sur les couleurs. Donc, il y a la couleur jaune pour les personnes qui sont tout en bas de l'échelle. Il y a les couleurs bleues pour les personnes un peu intermédiaires. Il y a les couleurs roses pour les gros médias. Et il y a les couleurs roses pastilles qui ont accès, en fait, à des opportunités qui sont beaucoup plus importantes. Et en fait, tout le système de la critique de cinéma, et notamment des projections presse ou des interviews qui sont quand même la base du métier. On a besoin d'aller dans une projection presse ou d'interviewer des personnes pour faire notre métier de critique de cinéma. Et ben, elles sont conditionnées en fait à l'influence qu'on va avoir. Et ça, c'est un vrai problème parce que justement, quand on commence en bas de l'échelle, et parfois même, alors je ne vais pas donner de nom parce que je crois que ça a un petit peu changé, que je ne suis plus trop dans le milieu, mais il y a quand même des grands médias qui, pendant très longtemps, ne payaient pas leurs rédacteurs. Et ça, c'est inadmissible. Et il y a une vraie exploitation bénévole, en fait, du métier de critique de cinéma parce qu'on dit que c'est un métier passion. À la micro de France Culture, je crois, c'était l'année dernière, en janvier, il y avait Philippe Rouillet, donc, qui est un critique de cinéma qui est très établi. Il y avait une table ronde avec plusieurs critiques dans laquelle il parlait justement de l'état des lieux de la critique de cinéma. Et lui s'exclamait, effectivement, c'est un métier qui est très précaire, mais quelle vie formidable on a, on va voir des films toute la journée. Comme si, en fait, c'était pas grave, on va voir des films, et la précarité, finalement, c'est secondaire, alors qu'elle est essentielle. Et je pense que dans tous les témoignages, alors bien qu'on vienne de milieux très différents, c'est le terreau en fait de ces violences-là. Et pour répondre à votre question sur comment faire changer la honte de Caen, moi il m'est arrivé quelque chose qui est quand même assez extraordinaire quand on prend la parole, c'est que moi du coup j'ai pris la parole toute seule sur les réseaux sociaux parce que je n'en pouvais plus et que c'était insoutenable de ne pas pouvoir publier notre enquête. Je l'ai fait en mettant un témoignage de 33 pages et à ma grande surprise ça a été extrêmement bien reçu, je n'ai eu que des encouragements, je n'ai eu que du soutien. Et j'ai surtout une première victoire qui est celle du syndicat de la critique, à qui j'ai quand même dû exiger des excuses publiques, et je pense que ma venue aujourd'hui n'y est pas pour rien non plus, qui mardi dernier, en fait, donc ce mardi, a fait un communiqué d'excuses publiques envers moi et justement a donné les solutions qu'il mettait en place avec une formation de VHSS au sein du syndicat de la critique, d'avoir, je crois, une ou deux possibilités, enfin une ou deux rendez-vous avec des juristes ou des avocats spécialisés dans les violences sexuelles. Donc ça, c'est quand même un premier pas parce que le milieu de la critique, c'est un milieu qui est très éclaté, où les gens se rencontrent uniquement dans des espaces festifs, donc par exemple en festival, donc généralement autour de l'alcool, et d'avoir un lieu ou en tout cas un endroit qui est établi comme un endroit où on peut parler, alors que moi on m'a refusé cette parole très clairement de ce même syndicat, de voir qu'ils ont évolué là-dessus, je trouve que c'est une victoire. Donc maintenant on les regarde, on voit si ça sera à la hauteur de ce qui est mis en place, mais c'est déjà une très bonne chose. Et je pense que c'est important d'avoir des espaces de parole parce que ça permet de briser, en tout cas d'une première étape, la solitude quand on est victime.
Merci. Une question, et on va enchaîner les questions pour que vous puissiez répondre ensemble. Moi, là, en vous écoutant, il y a deux choses qui me frappent. C'est est-ce que vous avez rencontré des syndicats autres que, enfin, des syndicats type CGT, FO, CFDT, voilà. Est-ce que au cours de votre parcours, vous l'avez fait? Et la deuxième chose, c'est sur l'excuse. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que, en fait, pour moi, soit on va chercher tout le monde par le callback. Et en fait, ça va mal finir. C'est-à-dire que c'est pas possible. Enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre il y a un tel stock, et vous le dites d'ailleurs dans vos témoignages, il y a un tel stock à gérer qu'en fait, ça va être vraiment très compliqué. Soit on trouve les moyens de reconnaître ce qui s'est passé et de reconnaître sa responsabilité et de passer à une autre étape qui est que maintenant, il y a tolérance zéro à partir de maintenant, mais qu'on reconnaît qu'il n'y a pas eu tolérance zéro avant et qu'on reconnaisse que les témoignages des victimes. Et donc, j'aimerais savoir si vous aviez réfléchi à ça et si pour vous, ça peut être une piste d'avancée du mouvement MeToo, parce que je pense que le mouvement MeToo ne s'arrête jamais, mais en même temps, il n'est pas reconnu encore, je pense, à sa juste valeur et pour ce qu'il est, notamment parce qu'il y a toujours cette espèce de réticence de « et ce qui s'est passé avant, comment on va gérer ce qui s'est passé avant ?» Monsieur le rapporteur. Rebondir sur ce que vous venez de dire sur les excuses. Il y a un terme qui est un terme de la langue française qui marche très bien, c'est faire amende honorable. Et je crois que c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui, pour la société, est aussi important. On doit se dire aujourd'hui, je crois que la société doit changer, mais on doit aussi... des attitudes devront être jugées aussi à l'aune du changement, mais les gens auront le droit de faire amende honorable. Et je crois qu'il faut accepter que des gens, dans une autre époque, et se sont comportés différemment. Alors évidemment, il y a des matières criminelles et il y a des sujets qui sont criminels, c'est différent. Mais il y a aussi des attitudes qui étaient des attitudes d'un temps. Et je crois qu'il ne faudra pas, et moi je souligne cette idée, on ne pourra pas... la société devra s'apaiser et devra y avoir quelque chose de l'ordre de l'amende honorable. Voilà. Je voulais juste poser la question à Madame, plutôt une demande à Amandine Lac et Noémie Luciani. Vous avez fait une enquête, vous avez eu du mal à la publier, je crois que vous l'avez publiée par les réseaux sociaux. Même pas ? Moi, je voulais savoir si cette enquête, on pourrait en avoir un certain nombre de, peut-être pas tout, mais on l'utiliserait, ça me semble assez intéressant. Et j'aimerais bien aussi, parce que voir les propositions que vous avez pu faire par rapport au milieu de la critique et au milieu de la culture en général, et nous transmettre également, même si je pense qu'on pourra les retrouver, les propositions qui ont été faites par le syndicat de la critique, parce que justement, là, pour le coup, il y a quelque chose qui me semble être de l'amende honorable, avec le fait en plus de faire des propositions qui font avancer les choses. Merci. Oui, si Madame Leroc, pardon. Si je peux me permettre, effectivement, c'est une très bonne idée, cette idée d'amende honorable, de pardon quelque part, à condition. Oui, à condition que les affaires les plus graves soient traitées, c'est-à-dire, laissez-moi finir. Je vous parle d'Alain Sard, bien sûr, qui est l'affaire Weinstein française, d'accord ? Donc il y a tout un réseau, il y a une racine noire à décrocher, à arracher autour de cet homme, Alain Sard. Il y a tout un réseau de directeurs de casting, d'agents, de réalisateurs. Il me semble que Jacques Doyon est dans cette structure-là. Stéphane Fuenquinos, peut-être aussi. Je ne fais pas d'accusation, je montre juste qu'ils étaient sur le parcours qui m'a mené dans la production d'Alain Sard. Et cette relaxation, donc dans les années 2000, il y avait De Niro dans l'affaire, c'était sur le film Ronin. On ne peut pas faire amende honorable tant qu'Alain Sard et toutes les ramifications systémiques qui sont jusqu'à maintenant dans le milieu du cinéma, ne soient pas dénoncés, ne soient pas punis par la loi de manière judiciaire. Après, oui, on pourra parler d'amende honorable. Je tiens à préciser, et vous reprendrez les propos, c'est exactement ce que j'ai dit, Madame Leroc. J'ai dit qu'en matière criminelle, il fallait que la justice passe,
et que l'amende honorable était possible que si on faisait justement ce qu'on fait quand on fait amende honorable, c'est qu'on reconnaît aussi un certain nombre de choses et on s'en excuse. Et puis, ce qui doit tomber sous le coup de la justice tombe sous le coup de la justice. Hein. Enfin, je veux dire, la question n'est pas là. La question est, pour moi, autour des organisations qui ont couvert. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose d'impossible à mettre sur la table parce que en fait, vous pouvez vous porter plainte contre la personne qui a fait l'acte. Madame Porcel, vous en êtes le meilleur exemple. Donc, contre la personne. Mais vous ne pouvez pas porter plainte contre toute l'organisation du milieu littéraire, audiovisuel, etc. Et donc, il y a vraiment besoin d'avoir aussi cette parole-là, parce que sinon, on restreint le problème à 2 individus, ce qui n'est pas vrai en réalité, ce qui n'est pas vrai. Donc là, il y a quand même quelque chose à travailler de cet ordre-là, dont je n'ai pas encore la réponse là-dessus, et j'y réfléchis intensément, mais pour moi, on arrivera à passer un cap que si on arrive à ça, je pense. Voilà. Madame Leroc, oui. Si je peux me permettre, reconvoquer devant la commission tous les signataires, tous ceux qui ont blanchi, tous les soutiens de PPDA, tous les soutiens, parce que la liste est longue, hein, des gens qui ont fait des lettres de moralité à Alain Sard ou des lettres de moralité à PPDA, là on y verra déjà beaucoup plus clair. Ou à Depardieu, ou à d'autres. Bien, je vous propose qu'on en arrête là. Je vous remercie chaleureusement pour... c'est la fin de l'audition. Je vous remercie chaleureusement pour le temps et le courage de vos paroles, la puissance aussi qu'elles ont. Voilà, la commission rendra son rapport au mois d'avril, début avril. D'ici là, vous pouvez nous faire parvenir des témoignages écrits ou des éléments écrits complémentaires qui vous sembleraient importants pour éclairer les travaux de la commission. Nous, si nous avons des questions complémentaires, eh bien, nous retournerons vers vous et nous vous écrirons. Et merci vraiment du temps passé. Nous continuons ces auditions jusque encore fin janvier, début février. Et je suis sûre qu'il y aura encore